Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur un concept capital du lexique philosophique, d'autant plus capital que son origine remonte à l'Antiquité, qu'il a traversé l'histoire des idées jusqu'à l'ère moderne, pour être réactivé au XIXe siècle, sous l'impulsion d'abord de Hegel, puis de Marx. Ce concept, c'est celui de dialectique. On continue d'ailleurs de recourir régulièrement à cette notion dans de nombreuses analyses de la société occidentale contemporaine. Je pense par exemple à Kluskar et à sa lecture dialectique des rapports de domination capitaliste. L'ennui, c'est que ce terme de dialectique, contrairement à beaucoup d'autres concepts philosophiques, ne relève pas du lexique courant. Il ne fait pas partie de nos habitudes de langage, ce qui lui donne cet aspect technique et abstrait et le rend finalement assez intimidant. Alors, pour appréhender correctement ce concept de dialectique, il peut être utile dans un premier temps, et il est toujours utile d'ailleurs, personnellement, c'est la méthode que je préconise, de se référer à l'étymologie du terme, à sa racine linguistique. Le mot dialectique vient du grec dialegein, qui signifie dialoguer, parler l'un avec l'autre. Et pour ma part, je trouve d'ailleurs cette précision parfaitement décisive, puisqu'il est vrai que dialoguer tend de moins en moins à signifier parler l'un avec l'autre. Les réseaux sociaux en sont la marque la plus évidente. Donc, le mot dialectique a une racine lexicale commune avec le mot dialogue. Si on comprend bien cela, on peut donc d'ores et déjà supposer que la dialectique renvoie, directement ou indirectement, à un échange, à une discussion, peut-être même à une confrontation, c'est-à-dire, dans tous les cas, à une dualité, à la présence de deux pôles, de deux unités distinctes en interaction l'une avec l'autre. Cette hypothèse de départ, la dialectique conçue comme échange, comme relation entre deux pôles individuels, on va en trouver une vérification dans la première version, entre guillemets, de la dialectique, à savoir la dialectique socratique, du philosophe Socrate. Petit rappel historique, et il est toujours utile de visualiser les gens dont ou à qui on parle, ne serait-ce que pour réinscrire leur discours dans leurs fondements matériels, dans leurs conditions concrètes d'élaboration. Là encore, petit clin d'œil à Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et à ce titre, génial contributeur de la logique de dématérialisation des rapports humains et d'atomisation des individus, logique dont nous sommes aussi, par notre seule présence sur la toile, les complices, ou du moins les collaborateurs relatifs, si je peux oser cette expression de mauvais goût. Je reviens à la dialectique et à ses origines. C'est chez Socrate donc qu'on trouve le premier exercice de la dialectique. Je dis exercice au sens où il s'agit d'abord chez lui d'une pratique. Elle relève pour ainsi dire de l'action. Socrate a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a plus de 2500 ans. Je dis surtout cela à l'attention de ceux qui pourraient croire que les idées ne sont apparues sur notre univers qu'au 16e et 17e siècle. Bien entendu, c'est une faute, c'est un contresens. Le savoir antique, c'est précisément ce qui a régénéré la pensée occidentale à l'époque moderne, et de plus en plus d'études tentent à attester l'existence d'un savoir antique au-delà même de certaines formes de connaissances scientifiques dites modernes. Mais là, on s'éloigne de mon domaine d'intervention. Socrate était ce qu'on pourrait appeler un philosophe des rues, au sens littéral. Il parcourait les rues d'Athènes, il se baladait du côté de l'agora, et il y interpellait les passants. Il engageait la discussion au gré de ses rencontres avec ses concitoyens. Socrate s'est toujours défendu d'être un philosophe, ou d'être un professeur, encore moins un maître à penser, ce qui n'a pas empêché d'avoir des disciples, mais c'est une autre histoire. Il prétendait s'installer dans un rapport d'horizontalité avec ses interlocuteurs, une relation égalitaire, non hiérarchique. Pour lui, le philosophe ne doit pas transmettre un enseignement à l'homme de la rue, il ne doit pas lui transmettre au sens où il ne doit pas le lui apporter de l'extérieur, au sens où il ne doit pas se contenter de lui livrer un savoir que l'homme n'aurait plus qu'à avaler pour le posséder, pour le faire entrer en lui, car comprendre, cela veut dire avoir en soi. Non, pour Socrate, le savoir ne s'obtient pas ainsi de manière aussi immédiate, aussi mécanique, livré clé en main. Le savoir ou l'accès à la vérité, c'est d'abord le résultat d'un processus. C'est le terme d'un cheminement, d'un parcours, d'un itinéraire intellectuel. Itinéraire parfois jonché d'obstacles, mais ce sont ces obstacles qui lui confèrent toute sa valeur et toute sa signification. Alors comment s'y prenait-il ? Il posait une première question à son interlocuteur, généralement une question ouverte et générale, une sorte de focus large dont on attendrait la focalisation graduelle sur un objet particulier. Un exemple de question initiale chez Socrate, c'est lorsqu'il discute avec Glaucon, frère de Platon. Je précise ici que Socrate n'a jamais rédigé un seul texte,
il n'a pas écrit de manuscrit. Sa pensée est celle que nous en connaissons à travers Platon, son disciple, qui écrivait des dialogues philosophiques auxquels participe Socrate. Je tenais à faire cette précision pour des raisons de clarté historique et aussi de pédagogie, tout le monde n'ayant pas le loisir de s'intéresser à Socrate et à sa vie. Donc, Socrate et Glaucon, ne sachant pas exactement à quoi employer leur temps en cet après-midi-là, décidèrent de s'interroger et de discuter sur l'essence de l'art, la fonction de l'artiste, le statut de son œuvre et sa relation à la vérité. La première question posée à Glaucon par Socrate était de savoir quel est l'objet que représente l'artiste dans son œuvre. Par exemple, un objet peint sur un tableau, un lit, une table, un fauteuil, peu importe, et il lui demande, l'objet peint par l'artiste, est-ce l'objet réel ou est-ce un objet fabriqué par un artisan? Ce à quoi Glaucon, plein de bon sens, répond évidemment, c'est un objet fabriqué par un artisan. Je précise que dans la vision du monde de Socrate, puis surtout de Platon, les objets que nous appelons, nous, les objets réels, c'est-à-dire les objets matériels, ce smartphone, ce verre, ce cendrier, pour eux, ce ne sont pas ces objets qui sont réels. Ces objets ne sont pas irréels, mais ils ne sont pas réellement réels, pour employer une antithèse. Ils sont simplement des apparences, des réalités sensibles, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire des objets qu'on peut percevoir par nos sens, mais qui n'ont pas de réalité au-delà de la perception qu'on en a. Et nos sens, notre perception, eh bien, elle ne nous protège pas de l'illusion. Seules les idées protègent de l'illusion. Et les idées, pour Socrate, ce sont les véritables réalités, ce qu'on appelle les réalités intelligibles. Les objets matériels, pour Socrate, ne sont que des artifices, quand bien même ils seraient présents à l'état naturel, comme un arbre ou l'océan. Le lit fabriqué par l'artisan, c'est un artifice. Ce n'est pas le lit comme idée, le lit comme essence. C'est le lit comme apparence sensible, comme artefact, comme artifice, comme, par conséquent, ce qui nous éloigne de la vérité. Non pas réalité, mais imitation de la réalité. Donc, à cette première question, Glaucon répond que l'objet peint par l'artiste est évidemment l'objet fabriqué par l'artisan. L'objet représenté est un artifice. Ce sur quoi Socrate reprend la parole, mais alors, si l'objet peint par le peintre est lui-même une reproduction, une imitation d'un objet, lui-même imitation de l'idée, alors l'art est ce qui nous éloigne au plus haut degré de la vérité. Conclusion du dialogue, l'artiste serait un imposteur, un fabricateur d'illusions, un agent de détournement de la vérité. Il constitue une médiation supplémentaire entre l'homme et la vérité. Il redouble l'obstacle sur la voie de la sagesse philosophique, pour le dire ainsi. Mais alors, au-delà de l'intérêt que peut avoir le problème de la définition du statut de l'art par rapport à la vérité, ce sur quoi ce dialogue nous renseigne, c'est la méthode employée par Socrate dans son échange avec Glaucon. Il invite à chaque fois son partenaire de discussion à se positionner en fonction de deux options de réponse possibles à une question. Exemple, l'œuvre d'art est-elle une reproduction d'un objet ou bien l'objet lui-même? Elle est sa reproduction. La reproduction est-elle ce qui nous rapproche de la vérité ou est-elle ce qui nous en éloigne? Elle est ce qui nous en éloigne. Donc, quel est le statut de l'œuvre d'art? Elle est une imposture. Glaucon finalement n'a qu'à se laisser guider par sa seule logique pour répondre aux questions que lui soumet Socrate. En quelque sorte, Socrate fait la plus grosse partie du travail. Il façonne, il construit ses questions de manière à orienter son interlocuteur vers la voie du vrai ou, en tout cas, vers celle du non-faux. En procédant ainsi, Socrate le met dans la situation de pouvoir débusquer le faux pour le neutraliser. Une question, deux réponses possibles, non pas trouver la vraie, mais savoir quelle est la fausse. Ainsi, on remonte progressivement le fil de la vérité, depuis sa base, le focus large de tout à l'heure, vous vous rappelez, jusqu'au dernier point de concentration. Alors il faut évidemment donner quelques précisions, car si cette illustration nous instruit sur la forme du procédé qu'est la dialectique, elle ne nous renseigne pas encore sur son fonctionnement interne. Je m'explique. On a vu que Socrate amenait progressivement Glaucon à se rapprocher de la vérité par succession de questions binaires
les deux réponses ne pouvant être valables l'une et l'autre en même temps. Cela signifie que le moyen véritable d'accéder au vrai, c'est d'abord d'écarter le faux, donc de le repérer, de le reconnaître comme faux, pour ensuite passer son chemin. Mais en faisant cela, j'admets implicitement que sans le faux, je n'aurais pas été en mesure d'avancer vers le vrai. Je n'aurais pas eu cette flèche sur mon parcours pour m'indiquer la route du faux et ainsi lui tourner les talons pour me réorienter vers le vrai. Ce qui veut dire que la contradiction, la réfutation, l'opposition d'une idée ou d'un argument à un autre constitue le véhicule et même le moteur de la connaissance et de l'accès au vrai. Ce n'est qu'à partir du moment où on nous oppose un argument que l'on est conduit à tester la cohérence de notre pensée. C'est la réfutation habile ou grossière qui nous oblige, je dis bien oblige, sauf pour ceux dont la conscience morale a été définitivement passée à l'acide, ça existe, à vérifier la conformité de nos raisonnements et de nos discours avec le logos, la logique contenue dans le langage, le fait qu'une chose ne puisse à la fois être et ne pas être, par exemple. C'est le principe de non-contradiction défini par Aristote. Il y a donc l'idée chez Socrate, puis chez Platon, que l'on ne peut connaître la vérité qu'au terme d'un parcours dialectique, c'est-à-dire au terme d'une interaction fertile avec un contradicteur. La contradiction n'est pas ce qui s'oppose à la vérité, elle est ce qui en permet l'éclosion, l'émergence par répulsion du faux. Dans cette optique, on est donc amené à envisager toute procédure de discussion, tout débat contradictoire, comme nos médias, ultimement soumis aux forces du déni, continuent à appeler ce que Socrate aurait qualifié de simulacre de débat, d'illusion de contradiction, d'où l'intérêt d'avoir lu les Grecs. On envisage donc, je disais, toute procédure de réfutation intellectuelle, du moment, je le répète, qu'elle est jouée selon les saines règles de la logique et de l'évidence, comme une occasion particulière de perfectibiliser, au sens de rendre plus parfait son propre savoir, de le fortifier par l'épreuve de la contradiction. Nietzsche disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Cela vaut également pour les idées, pour la connaissance. Un argument qui ne nous tue pas rend plus forte notre connaissance, puisqu'en même temps qu'elle porte la marque de son coup, elle l'intègre et elle le réinvestit à son propre compte. La pensée fonctionne ainsi, elle a besoin de se heurter, elle demande à être bousculée, contredite, à être maintenue en état de choc perpétuel. La pensée n'est rien d'autre que ce choc, le choc lui-même de la pensée. C'est ce que nous aurons l'occasion de voir dans la prochaine partie sur la dialectique de Hegel et son statut dans l'itinéraire de la conscience, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. On peut donc dire maintenant, puisqu'il faut bien un moment ou un autre synthétiser, que la dialectique socratique consiste en une méthode de discussion, en une technique du discours, ce qu'on appelle une technique discursive, par laquelle on atteint le vrai par élimination successive et rationnelle du faux. Elle repose sur le principe de la contradiction, contradiction vue comme moteur de la perfectibilité du savoir. Elle montre pour finir la nécessité du faux pour que s'établisse le vrai, la complémentarité, le caractère unitaire de ces opposés, et la nécessité de les articuler pour comprendre, c'est-à-dire maîtriser davantage le monde qui est le nôtre. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la deuxième partie de cet exposé, qui sera consacré à la dialectique chez Hegel. Vous pouvez éventuellement laisser des commentaires sous cette vidéo si vous souhaitez que j'apporte des compléments d'explication sur la dialectique de Socrate, et je ferai en sorte d'intégrer mes réponses dans le ou les prochains exposés. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.